Bonjour! De nos jours, chacun a accepté l'idée que toute la matière qui nous entoure est constituée d'atomes, bien qu'on ne puisse pas les observer directement. Cependant, ça n'a pas toujours été le cas. À travers le temps, cette idée d'atome s'est imposée et sa modélisation a beaucoup évolué. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La notion d'atome est un concept philosophique vieux de 2500 ans. En effet, remontons à l'Antiquité, où les philosophes ont tenté d'expliquer de quoi le monde était fait. Allons plus particulièrement au 5e siècle avant Jésus-Christ, où Démocrite, un philosophe grec, lance la théorie atomiste. Selon lui, la matière est constituée de minuscules parcelles invisibles et insécables qu'il a appelées atomes. Atomos, en grec, qui veut dire insécable, qu'on ne peut pas couper. Il y a quelques autres philosophes gréco-romains comme Épicure et puis ensuite Lucrèce qui ont poursuivi cette théorie. Ils pensaient d'ailleurs que les atomes avaient des crochets pour s'attacher entre eux. C'est de là que vient l'expression « avoir des atomes crochus ». Mais au IVe siècle avant Jésus-Christ, un autre philosophe grec rejette la théorie de Démocrite. Ce philosophe, c'est Aristote. Il a une toute autre conception du monde. Selon lui, la matière résulte de la combinaison de 4 éléments. L'eau, l'air, la terre et le feu. C'est ainsi que la théorie atomiste est balayée puis oubliée pendant très longtemps et que s'ouvre l'ère des alchimistes qui se développe pendant plus de 2000 ans. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que les scientifiques comme l'Irlandais Robert Boyle ou le Français Antoine Laurent de Lavoisier commencent à utiliser des méthodes scientifiques modernes où l'on considère que toutes les théories doivent être vérifiées par des expériences pour être valables. C'est ainsi qu'on s'intéresse de nouveau à la constitution de la matière. L'Anglais John Dalton reprend alors la théorie atomiste en 1803 en se fondant sur la conservation de la masse. Il pense que la matière est constituée d'atomes indivisibles, que tous les atomes d'un élément sont identiques, même masse et même propriété, qu'un composé est un mélange d'atomes, d'un ou plusieurs éléments, et qu'une réaction chimique correspond à un réarrangement d'atomes. En fait, on utilise souvent le modèle de l'atome de Dalton, où les atomes sont représentés par des sphères de taille et de couleurs différentes. C'est ce qu'on appelle les modèles moléculaires. La molécule d'eau est alors composée d'une sphère rouge correspondant à l'oxygène et de 2 sphères blanches pour l'hydrogène. Ce modèle simpliste de l'atome est utile pour expliquer simplement certains phénomènes comme la conservation de la masse ou le réarrangement des atomes lors d'une transformation chimique. Ensuite, il faut attendre 1897 pour que l'Anglais Joseph John Thomson prouve expérimentalement l'existence des électrons et fasse évoluer le modèle de l'atome. Il imagine alors le modèle du plum pudding, qui veut dire pain aux prunes ou alors aussi appelé pain au raisin. Selon lui, l'atome est une sphère électriquement neutre remplie d'une substance positive, qui correspond à la pâte, avec des électrons, chargés négativement, qui sont figés dedans, comme les raisins dans la pâte. Ce modèle est remis en cause lorsqu'Ernest Rutherford découvre le noyau atomique et démontre la structure lacunaire de l'atome, c'est-à-dire que l'atome est constitué essentiellement de vide. En 1911, il imagine alors un modèle planétaire où le noyau serait au centre de l'atome et les électrons graviteraient autour comme des planètes autour du Soleil. Ce modèle a été adapté ensuite par Bohr un peu plus tard, mais c'est après la découverte des protons qui sont chargés positivement que James Chadwick découvre les neutrons en 1932 et complète la représentation de l'atome que l'on retrouve très souvent dans les livres. Seulement, ce n'est pas fini. Au XXe siècle, l'avancée de la physique quantique permet de comprendre que les modèles précédents étaient incorrects. Plusieurs scientifiques, comme Niels Bohr, Pauli et Schrödinger, établissent que le noyau est entouré en fait d'un cortège d'électrons qu'on appelle nuage électronique. Les électrons n'ont pas un trajet bien défini comme dit avant, mais une certaine probabilité de présence autour du noyau.